chers distingués, je suis Désirée Gapé, créatrice de Be Apart, plateforme pour toutes jeunes femmes désireuses d'aller au prochain niveau de leur vie. Pour cette première vidéo, posons-nous ces questions. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui vous êtes? Dans ma quête de réponse, j'ai lu un article de Floria Séminaire qui disait qu'il ne fallait pas se comparer les unes aux autres. Pour en savoir plus, allons à la rencontre de l'initiateur Daryl Fakambi. Bonjour Daryl. Bonjour Désirée. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer aujourd'hui, et surtout après notre quête d'informations sur l'identité, une question qui touche nombreuses femmes. Alors, nous sommes venus vers vous pour en savoir plus. Comment vous comprenez la notion de l'identité? Ben, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte quand on parle d'identité. Mais la chose la plus importante quand on parle justement d'identité, de savoir qui je suis, c'est justement trouver le cœur de, comment est-ce qu'on pourrait le dire, qui est-ce que je veux être et qui est-ce que je suis dans l'instant. C'est comme ça, en fait, que personnellement, j'ai démarré mes recherches qui ont donné justement naissance à la notion de Thalia, que vous avez pu rencontrer dans mon article. Bien sûr. Je vais essayer de reprendre un peu justement cette base qui sera très importante pour notre échange. Donc, il y a une question assez intéressante qu'on trouve tout le temps, c'est comment est-ce qu'on fait pour découvrir son talent? Si on parle de l'idée qu'une identité peut reposer sur le talent, sur le fait que j'ai une attitude particulière, spéciale, qui fait de moi un être unique, comment est-ce que je peux trouver ça? Donc, je recherchais, je me suis demandé, ok, si j'ai un talent, c'est que je dois être capable de pouvoir le découvrir. J'ai regardé un peu du côté des tests psychotechniques, des cassettes religieuses, des interventions de pasteurs, un folklore très intéressant. Il y a un constat assez clair, c'est que parler de talent, c'est limiter une personne. D'accord. Donc, le talent, il y a au-delà du talent, en fait. Le talent, il y a quelque chose qui se trouve au-delà du talent, c'est ce que j'appelle le talent. D'accord. En réalité, si on devait parler, en fait, définir la notion de talent pour un humain a plusieurs talents. Et c'est l'ensemble des talents, en fait, qui va former le talent. Je peux prendre un exemple assez simple. Si on vous demande quel est le talent de Rihanna, vous allez dire? Elle est musicienne, elle chante. Quel est le talent de Nelson Mandela? Ben, c'est quelqu'un qui a aidé à la liberté en Afrique du Sud. Le talent de Mère Teresa. Elle fait des dons, elle est généreuse. Vous allez vous rendre compte en fait que dans cette question de talent, Rihanna, vous allez dire, elle chante. C'est quelque chose qu'elle fait en termes d'activité. Vous prenez Nelson Mandela, vous dites, il a aidé, il a inspiré. Ce n'est pas quelque chose qui relève de l'intérieur, mais c'est plutôt quelque chose qui relève de l'extérieur, d'une action qu'il a posée à l'extérieur. Tout à fait. Donc il y a toujours justement cette question, est-ce que le talent c'est inné? Est-ce qu'on l'acquiert? Est-ce que c'est nous qui faisons des actions qu'on va définir comme talent? Je me suis rendu compte en fait que c'est un débat qui n'avait pas totalement sa place. Qui n'est pas qu'il est inutile, mais il n'a pas totalement sa place. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsqu'on étudie la nature a une manière particulière d'exprimer les choses. Vous prenez une discipline comme la médecine. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la racine des choses? On va regarder les symptômes. On va dire, ah, il fait de la fièvre, il a mal au ventre, il a mal à ceci. On va dire, ok, c'est le palu. Une autre discipline encore comme la criminologie, une personne qui vient sur une scène de crime, il va regarder les différents indices pour trouver la racine. Donc ainsi, en fait, dans différentes sciences humaines, on se rend compte qu'il y a justement ce processus où on observe ce qui est observable à l'extérieur, c'est-à-dire en fait à la surface, et si on le rassemble, on arrive à trouver la racine. Quand j'ai appliqué en fait ce modèle justement à qui nous sommes, je me suis rendu compte qu'il y a différents indices qui permettraient en fait de retrouver ce qu'on pourrait appeler talent, mais que je n'aime pas appeler talent, mais plutôt talia. Le talia, c'est un mot très ancien, qu'on trouve dans un très vieux dictionnaire, en fait, qui a donné naissance au mot talent. Donc l'idée en fait de choisir talia, c'est justement de dire aux gens qu'on revient à la source, qu'on revient au début. Et le talia, en fait, c'est un ensemble d'activités précises. Quand je fais mes recherches et à travers plusieurs tests, c'est généralement 4 ou 5 activités au maximum qui nous inspirent. Un être humain peut avoir plusieurs talents. Normalement, si on veut utiliser le mot talent, on dirait en fait qu'un être humain a plusieurs talents. D'accord.
Mais je n'aime pas en fait le mot talent parce que il y a plein d'associations sociales, plein d'associations religieuses, plein d'associations culturelles. Ça ne permet pas en fait d'avoir une vision assez claire. Je retiens une chose, le Thalia. Le Thalia, c'est un ensemble précis d'activités qui m'inspire. Lorsque je suis aligné sur mon Thalia, je suis inspiré. Lorsque je suis dans l'opposé du Thalia, c'est un ensemble d'activités que je tire de l'extérieur, je rentre dans le non-Thalia, j'ai besoin de motivation. C'est pour ça que je dis régulièrement deux choses. Croire que vous avez un talent vous limite. Il y a bien plus un Thalia. Et la deuxième chose, la motivation, c'est le symptôme que vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes. D'accord. Concernant le Thalia, vous avez parlé de plusieurs talents qui forment le Thalia. Ce qui sous-entend qu'il y a forcément un qui émerge de tous ces Thalia. Pas de tous ces Thalia, un griffe de talent. Pour faire simple, oublions la notion de talent. Parlons de Thalia. D'accord. Dans un Thalia, il peut y avoir 4-5 activités. Première activité, par exemple, jardiner. Deuxième, enseigner. Quatrième, chanter. Cinquième, faire la politique. Ça peut être le Thalia d'une personne. Et toutes ces activités-là, lorsqu'elle est faite, elle est inspirée. Elle l'aime. Elle est créative. Elle apprécie faire cela. Elle a l'appréciation extérieure. Elle désire faire les choses de manière excellente. La joie, l'énergie, l'enthousiasme, la créativité, tout est là en fait lorsqu'on est en train de faire ce qui est naturellement pour nous. C'est ça le Thalia. Donc il y a des activités justement quand vous regardez votre vie qui sont observables, vous allez vous rendre compte en fait, ah mais c'est ce que j'aime faire. Et quand vous êtes en train de faire l'opposé de ça, ce que j'appelle le non-Thalia, c'est justement le fruit du fait que vous dites, ah cette personne a fait ça, ça marche bien pour elle, je vais faire aussi. Ah lui comme il a fait ça que ça marche bien, je vais faire. Vous commencez à créer justement le non-Thalia. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans le non-Thalia, vous êtes en train de perdre votre identité. Justement, c'est là que ressort la notion de ne pas se comparer aux autres ou de ne pas faire les mêmes choses que les autres. Parce que c'est pas évident qu'on ait les mêmes résultats. Exactement. Il y a un mathématicien qui le disait de manière très belle, qui dit il n'y a aucun problème dans la psyché humaine tant que l'humain ne se compare pas aux autres. La majorité des cas où nous perdons notre identité, c'est parce que nous pensons qu'il y a une identité meilleure. Il faut aller chercher ça. Non. C'est dans une comparaison à nos propres standards et non aux standards des autres que nous faisons une évolution. Vous ne pourrez pas dire, comme le dit Albert Einstein, si on essaie en fait de juger le poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il se croira bête parce qu'il est un poisson. Vous prenez le poisson, vous le mettez dans l'eau, il est inspiré. Vous le mettez sur terre, il a besoin de motivation, il a besoin qu'on le pousse. Vous prenez la théorie du management de McGregor, justement il explique ça. Il explique qu'il y a deux formes d'employés. Les premiers, c'est ceux qui aiment leur boulot. Parce qu'ils aiment leur boulot, ils sont toujours enclins à prendre plus de responsabilités, aller chercher plus de tâches, ils passent plus de temps au boulot, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais parce qu'ils sont inspirés, ils sont engagés. Et dans ce style-là, le management devient participatif parce qu'il propose des idées. Tout à fait. Ils sont créatifs. De l'autre côté, vous avez des personnes qui n'aiment pas vraiment le travail, qui ont besoin de motivation. On a besoin de les pousser, de les booster, de faire des choses. Ils n'ont pas envie de faire plus que ce qu'ils ont à faire. Mais et pour une personne qui aime son travail et parce qu'elle a été froissée, le découragement s'est installé, cette personne, on va la placer dans quelle catégorie de personnes? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous aimez votre boulot, c'est un peu comme un footballeur. Ce n'est pas parce qu'il s'est cassé le pied qu'il arrêtera le football. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui est en lien avec votre Thalia, que vous aimez vraiment, ce n'est pas le challenge qui vous arrêtera. Non, le challenge peut venir de la table supérieure. Tout à fait. De plus en plus, on se rend compte que les êtres humains ont tendance à se comparer, le monde est compétitif. Pourquoi est-ce que de plus en plus il y a la comparaison de part et d'autre? Ah ça c'est une question particulière. Mais il faut bien comprendre que se comparer, ce n'est pas une chose inutile en fait, à l'être humain. C'est ce qui permet aussi l'évolution de l'humain. De toujours se dire que je peux faire grand parce qu'il y a quelqu'un qui a fait grand. Mais lorsque la comparaison commence à être à long terme, commence à prendre beaucoup de temps, là il y a un problème. Il y a un problème pour la simple raison que je me dévalorise au profit des autres. Je donne de l'importance aux activités des autres, aux talias des autres, au lieu de commencer à comprendre que la charité bien ordonnée commence à soi-même. Et il n'y a aucun amour qui puisse se développer si ce n'est que d'abord une base égoïste. Ce n'est parce que je suis capable de faire une chose que je peux offrir aux autres. Et c'est lorsque j'ai quelque chose que je peux offrir que le narcissisme s'ajoute.
Donc, égoïste et narcissisme vont ensemble, en fait. D'accord. Donc, ne pas se comparer aux autres, c'est un fait, oui. Mais il faut bien comprendre, en fait, qu'au moment où je me compare à une personne, il y a une dynamique qui en marche. C'est laquelle? On ne peut pas comparer deux choses qui n'ont pas la même nature, qui ne se ressemblent pas. C'est quand, par exemple, je vous demande de comparer la lettre A au chiffre 1. Ça devient un peu bizarre. Et je vous dis de comparer le chiffre 1 au chiffre 2. Là, vous êtes capable. Au moment où, en fait, je commence à me comparer à une personne, c'est simplement que je vois en elle ce qui est déjà à l'intérieur de moi. D'accord. Donc, si nous devrons reformuler la comparaison, c'est sur soi-même d'abord. C'est toujours une projection de moi sur l'autre. D'accord. Ce n'est pas l'autre qui me rend inférieur, non. Parce que je trouve qu'il fait une chose ou qu'il ne fait pas une chose que moi, je pense meilleur que ce que je fais. Donc, me comparer à quelqu'un, c'est m'aider moi-même à trouver ma voie. Toujours. La comparaison est un moyen de savoir, en fait. Pourquoi est-ce que vous allez vous comparer à telle personne et pas à telle autre personne? Il faut bien se poser la question. Moi, dans ma propre histoire, je me suis comparé toujours à des gens qui savent enseigner, qui ont justement un large répertoire de savoir. Ce sont tous des professeurs, ce sont tous des enseignants. Et quand je regarde mon Thalia, en fait, ils enseignent. Et moi aussi, j'aime enseigner. Ça fait partie de mon Thalia. Donc, toutes les personnes auxquelles vous vous comparez, faites une liste et demandez-vous qu'est-ce qu'elles ont en commun. Quel élément commun qu'on retrouve chez toutes ces personnes? Vous allez vous rendre compte, en fait, que cela est présent dans votre Thalia, dans ce qui vous définit. Vous n'allez jamais vous comparer à une personne si ce n'est que vous voyez en elle ce qui est déjà en vous-même. Ce n'est qu'une projection. D'accord. Donc, en d'autres mots, se comparer à une personne, c'est aussi s'aider soi-même à retrouver Ça fait partie de la aléas. dynamique. À un moment de la vie, vous allez vous comparer à une personne. Vous allez dire, ah, attention, il fait mieux ça que moi. Il fait telle chose que moi je ne fais pas. Il est plus intelligent que moi. Il est plus beau que moi. Il a une meilleure famille que moi. Il a un meilleur copain, une meilleure copine que moi. Il a une meilleure santé, un meilleur corps que moi. Il a une meilleure spiritualité que moi. Dans les 8 domaines plus dans l'extérieur plus tard, je peux me comparer à une personne. Mais au moment où je me compare à une personne, c'est deux messages qui viennent. Le premier, c'est que j'ai acquis des compétences, une perception des choses, des traits de personnalité dont je n'en suis pas conscient. Et à partir de ce moment, je vais dire, ah, cette personne fait mieux que moi. Et l'objectif de ça, en fait, de la sagesse de la vie, c'est de me faire comprendre que j'ai cette chose. Au moins, je vais le réaliser, je passe à une autre étape. Je deviens un meilleur leader, une meilleure personne, en fait, qui est authentique. Donc, la comparaison, ce n'est pas quelque chose qui est nocif totalement, non. Elle a sa raison d'être, elle est utile. Mais à long terme, exactement comme le corps humain, si vous donnez du stress à long terme, vous créez un problème. Une comparaison à long terme pose un problème. Elle va faire que vous dévalorisez. Et tant que vous vous dévalorisez, l'univers va se charger, en fait, de vous créer assez de frustration pour que vous remontiez. En résumé, nous retenons que se comparer n'est pas tout à fait mauvais. Oui, c'est un feedback de la vie. La vie est toujours en train de nous démontrer ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Généralement, les gens se basent sur l'extérieur pour mener leur combat, pour mener leur lutte. Non, si on doit mener un combat, une lutte, c'est l'intérieur. Parce que l'extérieur ne fait que me démontrer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je commence à me comparer à une personne? C'est simplement le feedback que j'avais commencé moi-même à diminuer ma propre valeur dans mes pensées, dans ma manière de faire. Mais qu'est-ce qui emmène cela? Qu'est-ce qui crée le fait de diminuer sa propre valeur? Il y a plusieurs facteurs. C'est la comparaison. Mais il faut comprendre qu'il y a une dynamique dans la comparaison. Au moment où je dis, ok, cette personne est plus intelligente que moi. Dans cet exemple tout ça. Pour trouver que cette personne est plus intelligente que moi, c'est que moi-même, je me traite d'intelligent. Et maintenant, sur le critère d'intelligence, je trouve qu'il y a un degré plus fort chez lui que chez moi. Et le but de ce mécanisme dans la vie, c'est de me faire comprendre que je suis tout aussi intelligent que lui. Si je prends une feuille que je dis, ok, il est intelligent, par quoi est-ce que je remarque ou que je constate qu'il est intelligent? Quelles sont les actions qu'il pose qui me montrent qu'il est intelligent? Je liste. Prochaine question, où est-ce que j'ai déjà fait des choses pareilles en fait? Comment est-ce que j'ai déjà démontré une telle intelligence? Si je me rends compte, je verrai en fait que cet exercice, cette personne, m'a permis justement de me rendre compte que j'étais tout aussi intelligente, mais que je l'avais oublié ou que je n'étais pas totalement conscient. Pour une distinguée qui nous suit actuellement, elle veut connaître son Thalia. Quel conseil pourriez-vous lui donner? Il y a justement disponible sur ma page Facebook, le Thalia Process. C'est une série de 12 questions qui permettent réellement, une fois que c'est terminé, de découvrir les items ou encore les activités qui composent le Thalia.
je vais proposer quelques questions qui vont permettre justement de démarrer ce processus. L'une des premières questions, sur quel sujet ou encore dans quel domaine est-ce que je mémorise ou absorbe de l'information aisément? Parce que notre cerveau aura tendance à absorber de l'information pour ce qui nous intéresse vraiment. C'est naturel. Deuxième question, où est-ce que j'exprime le plus ma créativité? Vous êtes créatif dans les domaines ou sur les sujets qui sont en lien avec votre aléa. Une autre question, lorsque je regarde autour de moi, je regarde avec mes amis, les personnes qui m'entourent, il arrive qu'il y ait des sujets, des questions, des problématiques pour lesquelles j'ai une question spontanément. Comme si en fait j'ai toujours été un expert dedans. Lorsque ça se produit, je suis plus intelligent dans l'instant présent sur cette question, sur ce sujet, que les autres qui m'entourent. C'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui me fait votre inspiration. Et une autre question. Quelles sont les activités, lorsque vous les menez, vous ne sentez pas le temps passer? C'est exactement comme dans une relation amoureuse. Quand vous êtes en présence d'une personne en fait, de laquelle vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes pressé de regarder votre montre pour dire « Oh, il faut que ça finisse vite ». Mais lorsque vous êtes en train de faire une chose qui vous plaît, qui vous inspire, que vous aimez vraiment, vous ne voyez pas le temps passer. Donc le fait de perdre la notion du temps en faisant une chose, c'est simplement parce que vous êtes en train de faire une chose qui est en lien avec votre aléa. Ce sont là quelques questions. Pour déjà commencer à faire une recherche intérieure. Si vous venez à mes séminaires, notamment le séminaire Essence, c'est la base de tous mes séminaires, vous allez remplir en fait votre aléa process. Et je vais vous assister, je suis là pour assister les personnes à découvrir réellement leur aléa. Et le résultat n'étonne jamais une personne en fait. Pour la simple raison que vous êtes entré dans le non-aléa en croyant que les autres, à travers leur bonheur, à travers leur épanouissement, avaient fait des choix que vous devriez faire. Non, ce n'est pas ça la question. Vous n'êtes pas là pour faire comme les autres. Vous êtes là pour être authentique, pour qui vous êtes. Et le but du Thalia Process, c'est de vous ramener du non-Thalia vers le Thalia. C'est de vous ramener de qui vous n'êtes pas avec qui vous êtes. C'est de vous ramener en fait de où vous n'êtes pas excellent, mais où vous êtes excellent. Tout le monde est excellent. Tout le monde est bon. Tout le monde est un génie dans le domaine où il est inspiré, où se trouve son Thalia. Vous avez parlé de la notion de l'unicité. L'unicité est par rapport au Thalia. C'est-à-dire pour quelqu'un qui retrouve son Thalia en une autre personne. Est-ce que cette personne est unique? Oui, parce qu'en fait, il n'y a jamais la même combinaison des activités chez deux personnes. D'accord. Donc, vous pouvez avoir le même Thalia, sinon Non. les mêmes talents. Vous aurez en fait des activités en commun, mais pas le même Thalia. D'accord. Je donne un exemple. C'est comme par exemple, moi je suis quelqu'un qui adore enseigner. Il y a des millions de personnes qui ont enseigné. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils aiment enseigner tout ce qui est lié au développement personnel ou au comportement humain. Une autre personne peut aimer enseigner les maths. Une autre personne peut aimer enseigner la physique. Mais nous avons en commun en fait l'enseignement. Et quand vous regardez en fait la totalité des activités qui vous définissent, vous allez vous rendre compte en fait que les gens qui sont autour n'expriment pas la même chose de vous. Vous êtes unique, exactement comme l'ADN. Il n'y a aucune part de nous qui fait de nous des personnes duplicables. Même quand on essaie avec les OGM, on a toujours des problèmes. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes des êtres uniques. Merci beaucoup, Daryl. Merci, cher distingué. Une fois de plus, vous êtes unique. Donc, inutile de vous comparer aux autres. À bientôt!